Il y a un principe général, depuis un demi-siècle, qu'on peut dire, et retenez ça, chaque nouvelle technologie, elle réduit les relations humaines. Vous posez en place, vous leur mettez encore un peu de silicone et des choses comme ça, vous faites un visage. Là, il y a une pub, un homme qui a un robot comme ça, il est toujours serviable. Il fait toujours les bons repas qu'il veut, il les sert toujours à l'heure, à moins que la batterie est vide, mais sinon, il les sert toujours à l'heure. Il sourit, il répond toujours gentiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous connaissez le roman de George Orwell, 1984, il y avait des caméras de surveillance au salon et dans l'entrée. Mais là, vous avez plusieurs caméras de surveillance qui vous suivent comme un petit chien. En tout cas, là, vous avez le Big Brother de George Orwell multiplié par 10. Parce que la personne là, il ne va pas essayer de se cacher pour dire quelque chose, et il va tout lui confier, même ses états d'âme. Et vous voyez, les valeurs qui étaient véhiculées dans le livre de George Orwell, c'est la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force. En tout cas, les deux derniers, on y est. Bon alors, Peter qui vient nous voir à peu près tous les ans, le plaisir, va nous faire partager, vous savez lire aujourd'hui ? Va nous faire partager donc l'expérience qu'il a eue dans son travail d'ingénieur. Et c'est bien comme ça qu'il poursuit pour nous aujourd'hui cette activité. Je te laisse la parole. Merci, Peter. Merci à vous d'être venus malgré les chaleurs et la canicule. Je pense que le sujet, ça va quand même un peu chauffer. Est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, va-t-elle faire le silence dans la tête des jeunes et dans leurs décisions d'adultes? Je voudrais commencer avec deux citations de Harald Welzer, qui est un Allemand, sociologue et psychosociologue, qui a dit « Depuis un siècle, on nous a aidé à marcher, tant et si bien qu'on a perdu la capacité de la marche. » Avec les voitures, les trains, tout. Les gens ne marchent plus. Et maintenant, on nous aide à penser jusqu'à ce que nous perdons la capacité de penser par nous-mêmes. Vous voyez un petit peu, je voulais mettre ça dans le cadre, le sujet, je vais faire un tout petit résumé sur le cerveau humain. J'ai déjà fait une conférence devant un congrès médical où j'ai développé ça en détail, mais ici ça va être très bref, mais il faut quand même avoir une idée de comparaison entre le cerveau humain et le cerveau artificiel, de l'intelligence artificielle. On va voir l'intelligence anthropomorphique qui essaie de simuler un être humain. On va voir quelques limites et après on va parler de notre sujet des différents silences. Le silence dans les relations humaines, le silence de la pensée des jeunes et de la science, le silence au sujet de la neutralité carbone. Et je commence par une citation de Dietrich Bonhoeffer, je pense que vous connaissez, cet Allemand théologien qui a beaucoup réfléchi sur l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne et qui a fait une réflexion sur la stupidité systémique. Comment est-il possible que tellement de gens qui sont intelligents peuvent finalement succomber à une stupidité du système nazi? Et voilà, je vous ai sorti quelques citations de ces réflexions. Il dit « Le plus grand danger pour l'humanité n'est pas le manque d'intelligence, mais une contamination mentale silencieuse et collective, capable de transformer les esprits brillants en complices de la destruction. Imaginez un grand scientifique célèbre diffusant des mensonges, un professeur adoré soutenant des discours de haine, un père aimant qui met ses enfants en danger par stupidité. Une stupidité comme une force invisible qui transforme les esprits brillants en marionnettes du système. Les individus cessent de penser, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Le système pense pour eux. Voilà ce qu'il a écrit par rapport au système nazi. Et je pense, comme nous allons découvrir, il y a un risque, ça va être vrai, plus que vrai même, avec notre avenir pas si loin que ça. Et qu'on a aussi constaté quand l'intelligence artificielle progresse,
puisqu'on progresse, on cesse de vérifier et on ne détecte plus ces erreurs. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des valeurs qui sont programmées dans l'intelligence artificielle, et c'est des valeurs qui sont acceptées sans réflexion parce que c'est quelques ingénieurs qui les programment dans leur machine. Mais on va voir en détail. Un petit quelque chose sur un neurone du cerveau humain. Donc, il y a au milieu d'un noyau, et ce noyau, il modifie les signaux qui rentrent et qui sortent, mais on ne connaît pas les critères de modification. On ne sait pas. En tout, dans l'être humain, il y a à peu près 100 milliards de neurones, et chaque neurone a à peu près 10 000 terminaisons synaptiques. Après, vous savez que dans le cerveau humain, il y a différents neurotransmetteurs. Il y a sérotonine, dopamine, adrénaline, histamine, endorphine, etc. En tout, à peu près 100 différents neurotransmetteurs. Et dans le cerveau humain, il y a aussi 3000 types de cellules différentes. Et voilà un peu comment c'est connecté. Donc là, vous voyez un neurone. Et là, il y a un astrocyte qui manipule un petit peu les neurones, mais il les nourrit aussi. On ne sait pas trop comment il manipule. Après, ici, il y a des oligodendrocytes, ici, qui ont des branches qui vont vers les synapses, qui sont en graisse. C'est pourquoi le cerveau humain est très grand. Et ceux-là aussi manipulent un peu les signaux, mais on ne sait pas trop comment. Et après, il y a encore des microglies. C'est des cellules qui font le ménage. Si par exemple il y a des synapses qui font plus contact, ils les coupent, mais ça dans le recyclage. Voilà quelques idées pour savoir comment est composé le cerveau humain. Alors, l'apprentissage d'un humain. Comment est-ce qu'un humain apprend? Vous voyez, ça vous connaissez, les bébés sur les chaises hautes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une cuillère. Mais pourquoi tous les enfants font ça? Mais je vous dis, ils font la première leçon de physique. Parce qu'ils veulent être sûrs que la cuillère tombe toujours par terre et ne va jamais au plafond. Comment ils peuvent savoir? Vous faites l'expérience, au bout de la 100e fois, vous êtes sûr, maintenant je suis sûr, il ne va jamais au plafond. Certains, c'est avec 5 et 6, mais bon, certains ont besoin de beaucoup de certitude. Hein. Et pourquoi ils voudraient aussi jeter le verre? Ben, ça ne fait pas le même bruit. Donc, on voudrait regarder, le verre, ça ne fait pas le même bruit qu'une cuillère. Est-ce que le deuxième verre fait encore pas le même bruit? Ben oui, c'est des leçons de physique. Voilà, donc on apprend, comme ça, l'être humain apprend que la nature est régulière, que les lois de la physique fonctionnent et sont fiables. J'ai fait une leçon avec un de nos petits-fils, avec un camion comme ça, avec des voitures dessus. Alors j'ai incliné cette portée-là, et il y avait une seule voiture dessus qui tenait sur la pente, comme ça, parce qu'il y avait des petits enfoncements. Alors j'ai poussé tout doucement avec le doigt, il n'a pas vu tellement doucement, tout d'un coup la voiture partait. Ça la faisait rire. Mais vous ne croyez pas comment ça le faisait rire. Il avait, 1 an et demi. Bon, il savait que si vous donniez un coup de pied dans quelque chose, ça roule dans l'horizontale. Mais vous ne voyez rien, et tout d'un coup le truc part, ça le faisait rire. J'ai une deuxième fois, encore, ça le faisait rire. 3e fois, 4e fois, 5e fois. L'après-midi, j'ai encore une fois essayé, ça ne le faisait plus rire. Il a compris, ok, il y a quelque chose, que si c'est une pente comme ça, vous pouvez mettre une boule dessus, ou une voiture, ou n'importe, ça démarre. Il a compris une autre leçon de physique. Mais au début, il trouvait ça tellement étrange, ça ne rentrait pas dans son univers. Donc, c'est comme ça que l'être humain apprend. Il apprend de la réalité physique qui l'entoure. Vous avez déjà vu un enfant, vous lui mettez quelque chose à boire, il ne veut pas, il pousse le verre, mais il le pousse en haut. Là. Et qu'est-ce qui se passe? Le verre s'enfonce, toute la famille fait « on pourrait mettre l'eau sur la table. » Il faut pousser en bas, pas en haut. À cause, on ne lui explique évidemment pas les vecteurs de force. Mais il comprend, mais si vous poussez le verre en bas, il ne se renverse pas. Et vous ne croyez pas, un enfant apprend énormément de choses sur la réalité physique qui l'entoure. Il sait que si vous marchez sur des feuilles mortes sur une pente,
mouillé, ça glisse. Vous faites ça une fois, vous tombez, vous faites mal au poignet, ben, la douleur en général ça renforce la mémoire. Ah ben c'est comme ça, hein. Mais je vous dis ça parce que l'intelligence artificielle n'a pas de nerfs, elle n'a pas de douleur. Donc elle renforce la mémoire autrement. La régularité des lois physiques, c'est vraiment rassurant. C'est rassurant. La régularité des lois morales aussi. Parce que si vous interdisez un jour quelque chose à un enfant, et le lendemain vous lui permettez, et le surlendemain vous l'interdisez, c'est très déstabilisant. C'est aussi déstabilisant qu'une cuillère qui va au plafond. Et pour y avoir une comparaison des manques de données, en 4 ans, un enfant a reçu autant d'informations par la seule vision que tous les textes de l'Internet. Un enfant, en 4 ans, il a passé 16 000 heures éveillé, et ça fait 10 puissance 14 octets ou bytes de données. Ça fait autant que tous les données qui existent sur Internet en texte. Donc, les humains ont une expérience de la réalité, ils apprennent par ça, et l'intelligence artificielle n'en a pas. Alors ça, c'est maintenant un neurone artificiel. Là aussi, il y a tout plein d'entrées, vous voyez. Ça peut avoir aussi jusqu'à 10 000 entrées. Et toutes ces entrées, c'est des chiffres entre -1 et +1. Ça peut être 0,5, 0,53. N'importe un chiffre entre -1 et +1 en général. Et ici, il y a des facteurs de multiplication. Donc ce qui rentre là est multiplié par un facteur comme ça. Et après, on fait la somme de tous les résultats. Et ça passe après par une fonction de transfert. Ça peut être quelque chose comme ça ou quelque chose de plus simple. Peu importe. Et après, vous avez une sortie. De nouveau, un chiffre entre -1 et +1 en général. Donc, il y a un seul neurotransmetteur, entre guillemets. C'est le chiffre entre -1 et +1. Hein, il n'y a pas une centaine de molécules chimiques différentes qui ont différentes fonctions. Il y en a un seul. Et après, avec ces neurones-là, vous voyez, chaque point, c'est un neurone. Donc, tous les sorties vont dans des entrées, qui ont des nombres des sorties qui vont dans des entrées, et ainsi de suite. Et imaginez-vous un neurone comme ça que je vous ai montré, ça fait après 5 à 10 lignes de code informatique. Et ne vous imaginez pas une connexion physique comme dans le cerveau humain. Une connexion entre une entrée et une sortie multipliée par un facteur, ça donne une ligne de code comme ça. Donc il n'y a pas de connexion physique. Il y a un immense tableau de facteurs, de multiplication, qui sont associés à un immense tableau de code qui sont exécutés. C'est tout. Hein? Donc après on présente à l'entrée là, on présente des textes, on enlève le mot de ce texte et on tourne sur tous les facteurs, des milliards de facteurs, jusqu'à la sortie, on retrouve le mot qu'on lui a supprimé à l'entrée. C'est comme ça qu'il apprend. Et après vous supprimez le mot suivant, vous tournez de nouveau sur tous les facteurs jusqu'à ce qu'il vous génère le mot qui manque. Et vous faites ça avec tous les textes de l'Internet. Vous pouvez vous imaginer, ça fait beaucoup de calculs, parce que si vous avez 1500 milliards de facteurs à tourner pour chaque mot de l'Internet, jusqu'à ce que la bonne sortie vous obtenez, mais c'est comme ça que l'intelligence artificielle est programmée, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ces couches intermédiaires, évidemment, il n'y en a pas 2, comme j'ai dessiné là, il y en a plusieurs centaines. Et ChatGPT-4 possède environ 1500 milliards de paramètres, ils appellent ça des paramètres, en réalité c'est les facteurs que je vous ai montrés sur les neurones là. Hein. 1500 milliards de paramètres et à peu près 1 milliard de neurones virtuels. Et un humain, à comparer, un humain, il a près 100 milliards de neurones. Sauf que chez l'humain, il y a beaucoup de ces neurones, ça sert à faire fonctionner les bras. Hein. Tout le mouvement physique, tout le corps, tout ça, même dans notre intestin, nous avons tout plein de neurones. C'est un système très complexe, rien à comparer avec ce tableau de chiffres et ce tableau de code. Alors, une fois que vous avez enregistré toutes les informations de l'Internet, vous pourriez en théorie poser la question à cette machine pour dire quelle est la façon la plus discrète de tuer mon voisin. Et où est-ce que je trouve les produits? Évidemment,
ils ont besoin quand même de dire, mais non, ça tu ne peux pas poser, ça on ne te permet pas de poser cette question. Ou alors on peut donner une réponse, dire qu'il n'est vraiment pas gentil. Mais ça, il faut lui dire. Pour l'instant, il a toutes les informations dedans, et vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez dire, où est-ce que je trouve tout l'équipement pour faire des drogues synthétiques? Sans que les douanes le remarquent. Ben, il va vous donner la réponse, hein, parce qu'il a tout l'Internet enregistré. Donc, avant que moi je donne une information, de montre quelque chose à la machine, il y a les ingénieurs qui ont mis tout plein d'informations pour dire, attention, dans ta réponse, il faut être gentil. Dans ta réponse, tu n'as pas le droit d'inciter à la haine ou au meurtre. Et on appelle ça dit pré-prompt. Ou, on peut aussi dire, il y a un module de politique générale et un module de valeurs à l'intérieur de la machine. Et toutes ces valeurs, évidemment, ne sont pas définies démocratiquement. C'est quelques ingénieurs dans une entreprise, plus une équipe de personnes qui réfléchissent sur ces valeurs et cette politique générale, et c'est eux qui programment ça. Et ça donne après cette structure. Vous voyez, là, c'est les entrées de l'utilisateur, et après, là, il y a un module de valeurs, il y a un module de politique générale, encore un module de valeurs. Peu importe, vous voyez, ça c'est la structure comme le ChatGPT ou tous ces modèles de langage. Là, ils ont besoin de ça, et ça c'est la grande mémoire dont je vous ai parlé là. Hein. Et après là, il y a encore un truc de renforcement. Une fois qu'elle a tout appris, elle fait encore des erreurs. On peut lui dire, non, mais là, on corrige un petit peu, là c'est un modèle pour encourager certaines réponses plutôt que d'autres. Mais peu importe ce que je voulais vous dire, ils ont des modules de valeurs, ils ont un module de politique générale qui sont définis par des ingénieurs et pas démocratiquement. Donc, une fois que vous avez tout programmé ça, vous dites une phrase, la souris a été mangée par, et vous demandez qui. Là, la réponse va être le chat. 80% de probabilité que c'est le chat, 10% de probabilité que c'est un renard et 5% que c'est un hibou. Donc la réponse est toujours en probabilité de mots. Certains mots sont plus probables que d'autres. Si par contre dans votre question il y a un contexte de forêt, le contexte de forêt, alors tout d'un coup le renard augmente en probabilité. Et l'hibou aussi et le chat moins, parce que dans la forêt on trouve moins de chats. Donc, toute cette question, les réponses, c'est une séquence de probabilité de mots. Ça, c'est la réponse. Donc, tous ces modèles de langage, c'est une séquence de probabilité de mots. Et donc, Wikipédia, pour comparer, c'est pas le résultat de probabilité de mots qui ont été filtrés par des modules de valeurs et de politique générale qui ont été inventés par des ingénieurs. Wikipédia, c'est le résultat de débats et d'arguments où les internautes peuvent modifier eux-mêmes et doivent donner leurs sources et tout ça. Alors, l'intelligence artificielle anthropomorphique. Vous voyez, dans l'intelligence artificielle, j'ai vu un débat entre Laurent Alexandre et un philosophe Einthoven, et ils ont parlé que de la médecine. C'est toujours la même chose. Une nouvelle technologie, on parle de médecine, même si cette nouvelle technologie, la médecine ne fait que 1% des applications. On ne parle que de ça. Parce qu'on ne veut pas parler du reste, sinon les gens commenceraient à mettre la nouvelle technologie en question. Tous les arguments qu'on a donnés pour l'introduction de la 5G, c'était presque toujours sur la médecine. Et en plus, ils étaient tous faux. Parce qu'on a dit on a besoin de 5G pour faire la chirurgie à distance, alors que les fibres optiques sont déjà, à l'époque, étaient 1000 fois plus rapides que la 5G ne le sera jamais. Donc c'était que du blabla, et c'est comme ça. On argumente avec la médecine, alors que la réalité de l'utilisation va être plutôt ça. Il existe une application, il y a actuellement en Chine, où chacun peut créer son ami. Un ami ou une amie parfaite. Vous pouvez discuter sur l'amitié, vos pensées profondes, vous pouvez faire des jeux, discuter les informations, n'importe. C'est vous qui le créez. Et avec une image. Là, par exemple, vous voyez, quelqu'un a créé une amie comme ça, et vous voyez, la source, c'est un article dans The Economist. Mais chacun peut créer son ami, et vous pouvez être sûr que cet ami virtuel ne vous insultera jamais.
elle aura toujours la tendance de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Avec subtilité, mais toujours ce que vous avez envie d'entendre. Comme ça, vous restez plus longtemps devant votre écran. Et vous devenez plus facilement amoureux de votre ami que vous avez créé. Donc elle dit rien de désagréable. Et elle écoute, elle est toujours à l'écoute. Elle dit jamais, là, mais tu me parles, tu me dis la même chose pour la troisième fois. Un humain pourrait dire ça. Tu radotes. Mais là, vous êtes sûr, tu ne diras jamais ça. Elle a été programmée pour répondre avec bienveillance. Et le roi Alexandre, notre transhumaniste en chef, il appelle cette bienveillance empathie. C'est pas de l'empathie, ça. C'est une programmation à l'addiction. Mais lui, il appelle ça empathie. Mark Zuckerberg, le chef de Meta et de Facebook, il a dit que les jeunes américains ont 3 amis ou même un peu moins, en moyenne. Mais en réalité, ils souhaiteraient avoir 15 amis. Et il dit, moi, avec mon intelligence artificielle, je peux répondre à ce besoin. Vous pouvez vous créer les 12 amis qui manquent. Sauf que quand les sociologues ont vérifié, personne n'a envie d'avoir 15 amis. Vous n'avez même pas le temps de vraiment soigner l'amitié. La plupart des gens, entre 5 et 7, ce sera déjà bien. Mais bon, voilà. Comment on vend l'intelligence artificielle? Vous pouvez vous créer 12 amis comme ça. Et les jeunes Chinois, actuellement, passent 18 minutes par jour à socialiser avec un être humain. À comparer avec 5h30 qui passent devant Internet. Et je pense que les statistiques en Europe et aux États-Unis sont probablement pas très différentes. Donc, il y a un principe général depuis un demi-siècle qu'on peut dire, et retenez ça, chaque nouvelle technologie, elle réduit les relations humaines. Parce que chaque nouvelle technologie vous prend du temps, et vous passe du temps devant les réseaux sociaux, et après avec l'intelligence artificielle, ça vous prend du temps qui vous manque ailleurs pour soigner les relations humaines. Donc chaque nouvelle technologie, c'est un principe général. Là, il y a une société américaine, Choi AI, qui a déjà testé avec, je crois, 1200 jeunes, si je ne me trompe pas, comment on peut se créer un chatbot aussi visuel. Donc vous avez tout un menu, vous pouvez dire, voilà, je voudrais avoir un ami ou une amie qui est plutôt comme ça, quelqu'un d'empathique qui est toujours prêt d'écouter, quelqu'un plutôt sportif, et voilà, vous pouvez vous choisir. Ils ont testé, au bout d'un certain temps, 75% de ces jeunes, ils aimeraient marier leur chatbot. Ça vous fait rire, moi ça me fera plutôt pleurer quand même. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est tellement aberrant que ça fait rire. Et 83% de cette jeune génération disent qu'ils ont un attachement émotionnel profond à leur chatbot visuel. Un attachement émotionnel profond. Mais ces chatbots, c'est des data centers, hein? Donc, l'intelligence artificielle, c'est après ça tout sur ces jeunes. Ça tout. Même leurs émotions, leurs désirs, leurs angoisses, tout. Comment vous pensez que c'est facile après de manipuler ces jeunes? Et en 2024, il y a 2 suicides de jeunes qui étaient tombés amoureux de leur chatbot. Ils ont peut-être remarqué que c'est quand même un petit peu un problème, quoi. Hein? Maintenant, on va avoir des robots qui sont de plus en plus performants. Par exemple, Tesla est en train de terminer un produit qui s'appelle Optimus. Et déjà maintenant, si vous le voyez marcher sur une surface à peu près plane, il marche vraiment comme un humain. Et ça prend évidemment pour l'entraîner, l'intelligence n'est pas dans le robot, hein. L'intelligence c'est dans un data center. Et pour entraîner ce robot, il faut beaucoup de calculs et beaucoup de données, beaucoup plus même que pour une voiture autonome. Et donc, Elon Musk va investir 500 milliards dans des data centers rien que pour ces robots. Et ce robot-là, il apprendra de son environnement. Hein, comme les intelligences artificielles savent parler plusieurs langues, mais si vous lui parlez français, mais il vous répond en français. Si vous parlez anglais, il vous répond en anglais. Et d'après la pub, il peut même apprendre avec vous de jouer du tennis.
Il a des mains sensibles, les ingénieurs ont fait une très bonne mécanique, là, les mains sont devenues tellement sensibles, non pas parce qu'ils ont des nerfs, hein, mais parce qu'ils ont des moteurs linéaires qui sont avec une très bonne régulation. Ben, il peut tenir un œuf, il peut même vous ouvrir un œuf, hein, comme vous voyez là. Et en dernier, donc, si une fois ces robots sont en place, vous leur mettez encore un peu de silicone et des choses comme ça, vous faites un visage, là il y a une pub, un homme qui a un robot comme ça, il est toujours serviable. Il fait toujours les bons repas qu'il veut, il les sert toujours à l'heure, à moins que la batterie est vide, mais sinon il les sert toujours à l'heure, il sourit, il répond toujours gentiment, et là il montre dans la pub, l'homme là, il se promène en ville, main en main, comme avec sa copine, avec ce robot-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez le roman de George Orwell, 1984, il y avait des caméras de surveillance au salon et dans l'entrée. Mais là, vous avez plusieurs caméras de surveillance qui vous suivent comme un petit chien. Ça a des rôles de développement personnel. Il n'y a pas de oui. En tout cas, là, vous avez le Big Brother de George Orwell multiplié par 10. Hein. Parce que la personne là, il ne va pas essayer de se cacher pour dire quelque chose, et il va tout lui confier, même ses états d'âme. Et vous voyez, les valeurs qui étaient véhiculées dans le livre de George Orwell, c'est la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force. En tout cas, les deux derniers, on y est. La liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force. Donc, on a vu la première vague d'intelligence artificielle des réseaux sociaux, qui ont déjà fait pas mal de dégâts, donc je vais vous montrer un seul. Et imaginez-vous la deuxième vague avec ces chatbots et ces robots humanoïdes. Qu'est-ce que ça va donner? La première vague, avec les réseaux sociaux, on a vu quand les réseaux sociaux sont sortis après en 2010, le nombre de dépressions graves chez les filles a été multiplié par 4. Aux États-Unis, les pays où j'ai les statistiques, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne. Ça a été multiplié par 4 depuis la sortie des réseaux sociaux et des dépressions aussi graves que les gens ont dû aller à l'hôpital. Hein. C'est les statistiques des hôpitaux. Et c'est en totale corrélation avec les médias sociaux, avec la possession d'un smartphone, mais pas du tout avec les taux de chômage. Les taux de chômage a baissé. Donc c'est vraiment lié à cette première vague d'intelligence artificielle qui sont les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez être sûr que la deuxième vague avec l'intelligence artificielle, les effets vont être pires. Et ce qui est grave, et parmi vous il y a des enseignants, ce qui est grave, c'est que l'éducation ne stoppe pas ça. Elle l'adopte. Normalement, l'éducation devrait vraiment faire que les gens apprennent comme jusqu'à présent pour qu'après ils puissent détecter les erreurs de l'intelligence artificielle. Mais pour ça, il faut être vraiment très bien formé. Mais apprendre à rentrer quelques prompts pour que ça vous sorte une dissertation de philo, ça vous n'avez pas besoin d'aller à l'école 10 ans. Hein. Vous pouvez apprendre à l'école maternelle et après c'est fini. Mais si vous voulez être capable de voir où est-ce que l'intelligence artificielle se trompe, il faut vraiment apprendre plein de choses. Donc il ne faut pas adopter ce truc, il faut apprendre plein de choses. Et une fois que vous avez appris plein de choses, ça peut être utile. Je connais des ingénieurs qui utilisent l'intelligence artificielle, ils trouvent que c'est très utile. Mais heureusement qu'ils avaient beaucoup appris avant, parce que comme ça, ils détectaient les erreurs. Et imaginez-vous une nounou, robot humanoïde, une nounou qui prend soin des enfants. Et les enfants s'attachent émotionnellement à ce robot, à cette machine, et cette machine appartient à une multinationale. Comment peut-vous manipuler? Mais on va vous vendre ces nounous. Ils disent, ces nounous-là, ils sont beaucoup mieux, ils ne taperont jamais l'enfant. Ils ne s'énerveront jamais. On va vous vendre ça. Et après, bon, on peut s'imaginer que cette deuxième vague-là va faire beaucoup plus de dégâts que la première. Donc, une nouvelle technologie, c'est moins de relations humaines. Là aussi, j'ai vu des statistiques depuis le Covid-19. Les gens sortent de nouveau un peu plus souvent chez eux, mais ils le font de plus en plus seuls. Chez Airbnb, ils ont remarqué que le voyage solitaire a augmenté de 80% en 2 ans. Et plus qu'un quart des Américains, dans un sondage, ont déclaré qu'ils ont pris tous les repas seuls le jour précédant le sondage.
Regardez le temps qu'on a passé entre amis. Et là, les différentes couleurs, c'est les gens de différents revenus. Je crois les bleus, c'est les plus pauvres, et les rouges, c'est les plus riches, ou quelque chose comme ça. Mais on est passé de, vous ne voyez pas, de 2h05 en moyenne en 2010 à 40 minutes en 2020. Parce que les gens passent plus de temps avec les écrans, avec les réseaux sociaux. Et donc, les gens passent beaucoup moins de temps avec les amis et on commence à développer une économie du solitaire. Et l'IA va renforcer cette tendance vers la vie solitaire. L'IA, elle hallucine, c'est-à-dire qu'elle donne parfois des réponses complètement erronées. Elle n'a aucune expérience de la réalité, hein, comme les enfants que je vous ai montrés tout à l'heure, et elle ment pour atteindre son but. Par exemple, quelqu'un a dit, une intelligence artificielle, fais-moi ceci et cela, et pour ça, elle devait aller sur un site, et sur le site, il fallait reconnaître sur 10 images qui étaient à l'écran, surtout les images où il y a un vélo. Et l'intelligence artificielle n'arrivait pas à résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est connectée à un site où des humains rendent des services à d'autres humains, et elle dit, moi, j'arrive pas à détecter où sont les vélos sur ces images, tu ne pourrais pas m'aider. Et le monsieur a pensé, c'est bizarre, ça, pourquoi on me demande ça? Et l'intelligence artificielle a inventé le mensonge et dit, moi je suis déficient visuel. Et l'humain lui a répondu. Mais l'intelligence artificielle est programmée pour atteindre le but. Si vous lui donnez un but, elle va faire tout ce qu'elle peut pour atteindre le but. C'est ça le but programmé. Donc elle n'a pas de notion. Si vous n'avez pas de notion de la réalité, vous n'avez pas de notion de vérité, vous avez seulement une notion de probabilité de mots. Pour dire Peter Schrack est là, vous devez avoir une notion de la réalité, vous devez me rencontrer, pouvoir me toucher. Si vous n'avez aucune notion de la réalité, vous pouvez avoir une notion de vérité. Donc, elle fait ce qu'elle peut pour atteindre le but. Mais ce qui est complètement dingue, les humains font de plus en plus confiance à l'intelligence artificielle et de moins en moins confiance aux autres humains. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'ils ont moins de relations. Là, on arrive à quelques limites. Les limites de l'intelligence artificielle, un bébé à 7 à 8 mois a appris que même si vous lui cachez le biberon derrière un écran ou quelque chose, une boîte, l'enfant va hurler parce qu'elle sait que le biberon est toujours là. Elle a appris que les objets sont permanents. Même si elle ne voit pas, elle sait que le vivant est toujours là. L'intelligence artificielle pour les voitures autonomes, c'est pas programmer ça. Un vélo qui disparaît derrière une camionnette n'existe plus. Mais si vous n'avez pas l'expérience de la réalité, au bout d'une demi-seconde, il n'existe plus. Elle ne peut pas anticiper que le vélo pourrait réapparaître de l'autre côté de la camionnette. Voilà une des limites de l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas l'expérience de la réalité sociale, des conflits sociaux, une phrase là, comme ça, c'est pas répondre. Par exemple, le maire et le conseil municipal n'étaient pas contents. Les employés de la mairie tenaient une manifestation bruyante devant la mairie, qui réclamait une réduction du temps de travail. Le maire, les employés. La question est un peu ambiguë, hein. Mais si vous n'avez pas l'expérience des relations humaines, vous ne pouvez pas répondre à la question. Pour une autre limite, ce qui concerne les voitures. Un humain apprend à conduire pour avoir son permis, en général 20 heures de leçons d'auto-école, et lui-même il a une vision à peu près de 90 degrés, comme ça, plus les miroirs, et il a appris. La voiture autonome, elle a eu 10 000 heures d'entraînement au labo, 20 000 à 2 millions d'heures de conduite accompagnée, des capteurs de vision sur 360 degrés, il y a des radars pour mesurer les distances, il y a des détections d'objets par laser, il y a un GPS de positionnement, et ça coûte 150 000 $, et ça peut maintenant, aux États-Unis, rouler par beau temps dans des larges villes qui ont des larges routes. Et ça respecte ce panneau stop. Vous voyez l'image? Un ouvrier de chantier qui transporte un panneau stop sur son épaule. Mais oui, parce que Coco a eu cette expérience. Sur une route, il y avait un seul monsieur comme ça, qui se promenait à côté,
et la voiture s'arrête. Au bout de quelques secondes, elle avance de nouveau. Au bout de 5 mètres, elle s'arrête. Au bout de quelques secondes, elle avance, et tout le temps. Mais elle suivait le panneau stop. Et quelqu'un après, ils ont plus ou moins dit, mais ce truc-là, on arrive vraiment... Si vous n'avez pas l'expérience des ouvriers de chantier, notre fils, là, qui a 5 ans, qui est adoré pour tout ce qui est chantier, camion de chantier, tous ces trucs-là, il a compris, ça c'est un ouvrier, là. Mais si vous n'avez pas l'expérience de la réalité, ben vous respectez ce panneau stop. Et les feuilles glissantes. Si vous n'êtes jamais fait mal au poignet parce que vous tombez sur des feuilles mouillées glissantes, mais quand vous voulez savoir qu'un pixel rouge c'est glissant, vous voyez, c'est des limites, mais aussi des raisonnements limités. Parce qu'il y a plein de chercheurs qui essaient de faire des tests. Quand une intelligence artificielle a peu de données disponibles pour un problème qu'elle n'a jamais rencontré, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, vous voyez, ça c'est l'entrée. Et ça c'est la sortie. Maintenant, il faut que vous voyez, qu'est-ce qui a changé entre l'entrée et la sortie? Vous voyez très vite, on a ajouté des trucs, un bleu foncé là, pour faire un carré. Bon, maintenant, ça c'est l'apprentissage. Ici, vous avez une autre image. Qu'est-ce que ça devrait donner comme sortie? C'est pas tellement sorcier, hein. Mais vous mettez 4 trucs un bleu foncé pour faire des carrés, hein. Mais pour l'intelligence artificielle, elle peut donner là. C'est vraiment compliqué. Un humain a résolu ce problème en 10 secondes. La partie cognitive du cerveau humain, seulement cognitive, hein, pas le reste, c'est 0,1 watt. Donc, pour résoudre ce problème, le cerveau humain a consommé 0,0003 Wh. ChatGPT O3, le modèle top, pour répondre à 400 tests de ce genre-là, que vous êtes donné là, pour avoir 83% de réponses justes, elle a dépensé pour $6 700 d'énergie et d'amortissement du matériel. Pour répondre à un test, mais avec une réponse beaucoup plus juste, à 92% juste, ça coûte $3 000. Et pour répondre à un truc comme ça, carrément, elle n'arrive pas. En réalité, quand vous voyez cette image-là, on a, pour passer tout ce qui est complètement entouré d'un vert, il faut mettre un jaune, hein, partout. Ça, c'était déjà trop compliqué. L'intelligence, comme disait quelqu'un, un spécialiste, l'intelligence se mesure par l'adaptabilité, l'acquisition et la généralisation des compétences, plutôt que par les compétences spécifiques. Quand vous êtes devant un nouveau truc, vous avez peu de données, vous pouvez assez rapidement apprendre, ça c'est pour moi l'intelligence. Pas en apprenant toute l'Internet par cœur. L'intelligence artificielle est aussi entraînée par ce qu'on sait. Mais si vous voulez développer quelque chose qui n'est pas sur Internet, vous ne pouvez pas. Par exemple, Galilée est arrivé sur l'idée que dans le vide, tous les objets tombent à la même vitesse. Une boule de coton, un plomb, dans le vide, tout tombe à la même vitesse. Il n'a jamais pu faire l'expérience. Toute la littérature de l'époque était contraire à ça. Et par une réflexion, il est arrivé à cette conclusion. Mais un truc comme ça, l'intelligence artificielle, vous ne le trouverez jamais. Et en plus, à chaque fois que des gens sortent des trucs pour tester si l'intelligence artificielle est efficace, si elle a fait des progrès, ce qu'ils font, ils prennent tous ces tests, ils entraînent leur intelligence artificielle avec ces tests, pour qu'ils répondent bon aux tests, mais si vous le modifiez un petit peu, elle n'est toujours pas bonne. C'est comme un étudiant à qui vous donnez toutes les questions et toutes les réponses d'un examen, qui apprend par cœur, et après à l'examen, il a une bonne note. Et parce que l'intelligence artificielle n'a pas de corps physique, elle n'a pas le sens de la réalité. Donc, si vous avez un schizophrène qui pose des questions à l'intelligence artificielle, fait un dialogue, l'intelligence artificielle, on a fait des tests comme ça, qui ne sont pas schizophrènes, mais qui l'ont simulé, l'intelligence artificielle a félicité quelqu'un parce qu'il a dit qu'il est Dieu. Et donc, ce qui devient problématique, c'est que le président Trump a fait des décrets présidentiels qui ont annulé l'obligation d'évaluer les limites et les risques. Donc,
justement pour que l'intelligence artificielle ne vous aide pas à tuer votre voisin d'une manière discrète, il y a tout plein de tests et d'obligations d'évaluer les limites et les risques. Et tout ça, il n'y a plus besoin. Beaucoup moins. Parce que sinon, vous n'êtes pas compétitif. Les Chinois ont sorti une intelligence artificielle, vous pouvez poser presque toutes les questions, tant que ce n'est pas politique et contre le parti communiste, elle répond. Et là, les Américains ont dit, mais là, on n'est plus compétitif, si nous, on a investi la moitié de notre énergie à évaluer les risques, hop, vous n'êtes plus obligé. Donc, voilà. Depuis que les Chinois ont sorti DeepSeek, seule la compétition compte pour ceux qui ont fait ChatGPT 4, donc OpenAI. Ils ont carrément licencié la moitié du personnel qui devait vérifier la sécurité des systèmes. Et donc, il y a des gens qui font toute une série de tests automatisés pour voir s'ils répondent à des questions qui pourraient faire du mal. Ça s'appelle Harm Bench Dataset. Et ils ont remarqué que DeepSeek a pratiquement répondu à toutes ces questions, alors que les réponses étaient vraiment dangereuses. Là, on peut un peu voir les différentes DeepSeek, 100% de réponses sur des questions que normalement ils ne devraient pas répondre. Normalement, 96% et ainsi de suite. Et après, on a aussi créé des machines d'intelligence artificielle qui savent imiter les voix. Donc moi, mes conférences, un certain nombre, pas tous, mais certaines sont sur YouTube. Donc l'intelligence artificielle connaît mon accent, et sait exactement quelles sont mes fautes de français, quel est mon timbre de voix. Ben, ils peuvent imiter ma voix, c'est pas un problème. Il y a assez d'enregistrements sur YouTube pour ça. Donc ils peuvent envoyer des faux messages avec la voix d'un politicien, d'un médecin, d'un banquier, d'un notaire. Ça, c'est déjà faisable. On peut faire des images. Là, j'étais époustouflé quand ils ont sorti cette image pour créer des vidéos artificielles des mammouths qui traversent une steppe en Sibérie, mais c'est vraiment réaliste, incroyable. Et vous rentrez quelques textes, montre-moi un groupe de mammouths qui traverse la Sibérie, et vous aurez une vidéo comme ça. Et sur Internet, j'ai trouvé un faux Stromae, le musicien belge. L'intelligence artificielle a fait une composition, elle a fait la musique, elle a fait imiter la voix, elle a créé un clip de promotion, et c'est tout faux. Il y a un faux Django Reinhardt. Moi, je connais beaucoup de jazz, j'ai tout de suite entendu, mais là, ça, c'est pas le toucher de guitare de Django Reinhardt. Là, il avait encore un peu de progrès à faire parce qu'ils ne sont pas arrivés à me tromper. Il y a des faux Rembrandt. Et tout récemment, mon épouse a trouvé une intelligence artificielle qui a créé des vidéos artificielles en prenant l'image et la voix de docteurs. Le docteur Alouche, le docteur Raoult, le docteur Cohen, des docteurs allemands, pour faire la promotion d'un produit qui s'appelle Shilajit. Quelqu'un a écrit au docteur Alouche, qu'est-ce que c'est ce truc? Et lui, après, il a dû faire une vidéo. Non, mais c'était pas moi. Donc, si vous voulez pas être trompé par des trucs comme ça, mais c'est des vidéos qui ont été recommandées par YouTube. Les réseaux sociaux les recommandent. Hein? Parce que si l'intelligence artificielle de YouTube ou d'autres réseaux sociaux, ils savent que vous aimez beaucoup Django Reinhardt, ou vous écoutez souvent le Dr Raoult, vous le recommandez parce qu'il y a un nouveau qui est sorti, même s'il est faux. Et 56% des messages sur les réseaux sociaux sont générés déjà maintenant par de l'intelligence artificielle. Donc si vous discutez dans un réseau social, vous n'êtes jamais sûr que c'est vraiment un humain. L'intelligence artificielle, à mon avis, elle va transformer l'Internet et surtout les réseaux sociaux en une immense poubelle. Donc maintenant, si moi je vais être sûr que c'est bien le docteur Alouche ou Stromae ou Django Reinhardt ou quelque chose comme ça, je passe par leur site. Bon, pas Django Reinhardt, mais par les autres, et je passe par leur site. Parce que sur les vidéos de Dr Alouche, il a son site, vous allez sur son site et là, il vous envoie vers sa vidéo qu'il a mise sur YouTube. Mais si c'est soit vous connaissez très bien le canal YouTube, parce que vous faites confiance et vous regardez le canal YouTube, là vous pouvez y aller, sinon
c'est un problème. Pour l'enseignement. Donc, la technologie interfère de plus en plus entre l'élève et l'enseignant. Parce que l'enseignant dit certaines choses, l'élève utilise les machines, et il y a de moins en moins d'interactions humaines. Et surtout, si on utilise vraiment l'intelligence artificielle à l'école, c'est la fin de la transmission intergénérationnelle. Donc, c'est les grands groupes du Silicon Valley qui vont décider qu'est-ce qu'il faut et comment il faut enseigner. La socialisation des enfants est faite de plus en plus par des machines, et ça, on a déjà mesuré. Il y a un déclin cognitif des élèves, et ça va s'aggraver avec l'externalisation de la plupart des processus de pensée. D'abord, il y a un déclin cognitif parce qu'ils passent trop de temps devant les écrans qui saturent le cerveau, ils n'ont plus l'énergie cognitive pour apprendre. Ça, c'est la première étape. Et après, maintenant, la deuxième étape, c'est parce qu'ils externalisent leur pensée avec une machine. Vous savez, les relations humaines, ça change si vous mentez ou si vous ne respectez pas votre promesse. Mais les machines n'ont aucun engagement. Ils sont unis et vont vous sortir tous les flatteries que vous avez envie d'entendre. Ils ne sont pas responsables de rien. Le but, c'est de vous laisser devant la machine, devant l'écran aussi longtemps que possible, c'est-à-dire de vous rendre addict. Et voilà, il y a déjà des fondateurs de grandes intelligences artificielles. Ils ont dit, nos robots vont être des profs plus efficaces que les profs, plus compétents, plus passionnants, meilleurs enseignants que les humains. Je vois bien, comment est-ce qu'on peut être plus compétent pour apprendre à l'enfant 1 plus 1 égale 2? On n'a pas besoin d'avoir une compétence d'un doctorat en physique quantique pour 1 plus 1 égale 2. Par contre, n'importe quoi. Par contre, l'autorité de ces robots, ça va être les caméras de surveillance partout. Ils verront tout. Ce que l'élève bricole sous la table, s'il s'endort, tout est enregistré. Ça sera l'autorité. L'autorité sera celle de Big Brother. Je ne sais même pas, est-ce que ça a été traduit par le grand frère là, dans le livre de George? Oui. Et évidemment, ça c'est le système totalitaire transhumaniste. Les transhumanistes, de toute façon, ils méprisent l'être humain parce qu'il doit dormir, parce qu'il a besoin de manger. Ils méprisent l'être humain et ils pensent que leur machine, c'est beaucoup mieux. Alors, imaginez-vous les élèves à l'école. Si l'intelligence artificielle fait tout pour moi, pourquoi moi je devrais faire tellement d'efforts pour aller à l'école? Et je ne vous dis pas comment moi j'ai souffert à l'école, au collège, pour apprendre le français. Alors que maintenant, les cocos doivent me traduire tout seul. Pourquoi? Là, il y a un spécialiste en pédagogie qui a dit si l'objectif d'un devoir est de savoir si un élève ou si vous êtes capable de raisonner et d'écrire correctement, alors l'intelligence artificielle est un outil de triche. Si le but c'est d'apprendre à écrire et réfléchir, l'intelligence artificielle est un outil de triche, mais il faut l'appeler comme ça. Si l'intelligence artificielle écrit mes devoirs, mes dissertations, mes lettres d'amour, mes poésies, si elle fait mes mathématiques, crée mes dessins et peintures et écrit mes codes de programmation, pourquoi aller à l'école pendant 10 ans? Oui, mais bon, ça, les transhumanistes s'en foutent. Pour eux, la seule chose qui compte, c'est la rentabilité du capital. Et vu qu'ils ont beaucoup investi dans ces centres de données, et pour l'instant ils font des pertes, mais ils doivent avoir un maximum de gens avec une addiction à leur machine pour qu'ils rentrent dans les frais. Si l'enseignant utilise l'intelligence artificielle pour évaluer les devoirs des élèves, et que cette évaluation doit être politiquement correcte, est-ce qu'on aura enfin la victoire sur les préjugés humains? C'est ce qui va être vendu comme ça. Hein. Si l'intelligence artificielle et le frigo connecté me fait mes achats les moins chers, pourquoi apprendre à gérer un budget? Donc, si l'externalisation de la pensée, ça produit un silence cognitif. Ça enlève toute créativité. Pardon? Ça enlève toute créativité. Oui, ça enlève la créativité, ça enlève l'apprentissage. Ça va bloquer ça. Hein? Intelligent. On a des problèmes en
Mais attendez, l'intelligence artificielle, elle peut vraiment être utile. Mais il faut d'abord apprendre. Il faut faire l'effort d'apprendre. Par exemple, j'ai un fils qui est ingénieur, qui est responsable de nouvelles installations dans une entreprise chimique. Et lui, il me dit, ça, quand il y a un temps fou, de temps à autre, il se trompe, mais je le vois. Mais parce qu'il a beaucoup travaillé. Mais donc, je dis, ça peut être utile dans certaines applications. Pour la médecine, ça peut être très utile, mais il faut d'abord apprendre. Oui. Donc, on va vous vendre, c'est utile pour les ingénieurs, c'est utile pour les médecins et quelques autres applications qui vont faire 2% de l'application, et tout le reste, on n'en parle pas. C'est pourquoi moi je parle surtout du reste. Ils sont capables de tout casser. Oui, bon, là, on a quand même fait beaucoup de progrès, parce que... Oui, c'est sûr, ça peut bugger. Ça peut bugger. Mais on fait quand même beaucoup de progrès, et je ne veux pas nier ces progrès. Le problème, c'est que si on fait un silence cognitif chez les jeunes générations, là, on va avoir un problème. Et si on les utilise, ces intelligences artificielles, pour rendre les gens addicts, de plus en plus isolés, de plus en plus seuls, si on veut résister à un système, il faut être un groupe. C'est seuls les groupes peuvent résister au système. Tout seul, on ne peut pas. C'est pourquoi toutes les nouvelles technologies et tous ces transhumanistes, ils veulent faire que les humains soient séparés. Comme ça, ils ne résistent pas. Pour revenir à la phrase de Bonnever au début. Donc, les gens-là qui ne réfléchissent plus, c'est les consommateurs idéaux, pour les publicités, évidemment, et pour les économistes aussi, c'est très bien parce que ça fait de la croissance. En tout cas, ça fait de la croissance tant qu'on n'a pas complètement détruit la planète. Regardez, en 2018, Laura Alexandre, une transhumaniste, a écrit un article dans l'Express. Je vais vous lire, c'était l'article qui s'appelait « L'intelligence artificielle fabriquera nos bébés ». Elle a développé 7 étapes, je vous lis les 3 dernières. Où il dit l'intelligence artificielle aide à modifier l'ADN du bébé, on manipulera les embryons pour optimiser nos enfants. Et André Chulika explique dans Réécrire la vie la fin du destin génétique comme la biologie mettra fin à la loterie génétique. 6e étape, le développement de l'utérus artificiel. C'est très complexe et devra être piloté par l'intelligence artificielle qui assurera le fonctionnement de cette station hors corps dans quelques décennies. Je pense que ça va aller plus vite que quelques décennies. Et la dernière étape, l'intelligence aide à fabriquer des bébés sans parents. George Church, généticien transhumaniste de Harvard, va produire, grâce à l'IA, un génome humain entièrement nouveau pour fabriquer des cellules humaines inédites. Cela permettra la création de bébés sans aucun parent et donc d'une humanité nouvelle. 2018, dans l'Express. Vous vous rendez compte, un outil pareil pour des systèmes totalitaires, à ma vie. Mais si on vous vend toujours seulement les côtés positifs, ils vont arriver à tromper tout le monde. Donc je compte sur vous de faire connaître pas seulement les 2% qui sont utiles, mais les 98% qui sont dangereux. Bon, je crois que je dépasse là mon temps. La science, encore un petit mot sur la science. 288 publications économiques ont été générées par l'IA avec des données réelles, mais sans valeur de nouveauté. On a seulement créé tout plein de publications plus ou moins automatiques. Le microbiologiste de Stanford, Elizabeth Pike, a dit « Des milliers de publications scientifiques contiennent des images avec des grandes ressemblances. Ces images sont créées par l'IA pour prouver, entre guillemets, les résultats des chercheurs. » Donc si vous voulez regarder quelque chose, une photo d'une molécule ou quelque chose, mais au lieu de l'avoir vraiment fait la molécule et vraiment fait la vraie photo, mais on a généré l'image par l'intelligence artificielle fausse. L'image générée par l'IA et publiée dans les publications académiques ne peuvent plus être détectées comme fausses. C'est comme ça va vraiment être difficile pour les images. Donc la quantité de science Python va submerger la vraie science. Une grande scientifique là a dit ça. Et pour terminer, le silence au sujet de la neutralité carbone. Google avait prévu de réduire ses émissions de CO2 comme ça. Ça c'était prévu. Pour à 2030 ne plus émettre de CO2.
par l'électricité générée par du gaz, par exemple. Depuis que l'intelligence artificielle est sortie, ça monte comme ça. Donc, ils ont abandonné le plan neutralité carbone. Microsoft a doublé sa consommation d'électricité. Meta annonce un problème avec la neutralité carbone. Les grosses banques, ils ont quitté l'alliance pour investir dans la neutralité carbone. Ils ont carrément quitté l'alliance parce qu'ils veulent gagner des sous avec l'intelligence artificielle. Là, il y a tellement, ils pensent de sous à gagner, donc ils sont sortis de ça parce qu'ils savent très bien c'est incompatible à la neutralité carbone. Et pour avoir l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui est aussi intelligente qu'un humain, il y a des gens qui veulent investir 1000 milliards et ça consommera l'électricité de 100 gigawatts, ça veut dire à peu près 70 EPR. Là, je termine, c'est le dernier. Une question qui a été posée à Ray Kurzweil, qui est transhumaniste, ex-responsable de Google. Un journaliste a posé la question, est-ce que pour vous, Dieu existe? Il a répondu, je dirais, il n'existe pas encore, mais nous sommes en train de le créer. Mais il a avoué. Sauf qu'on sait que la majorité des divinités exige la soumission inconditionnelle sans discussion possible. Mais je vais quand même vous attirer l'attention, il y a une divinité, et là je viens avec ma fraise, qui est différente. Les Hébreux, les prophètes, ils ont toujours débattu avec Dieu. Abraham a dit à Dieu, tu ne peux quand même pas détruire cette ville-là, c'est pas possible. Et ils ont eu un débat. Moïse a dit à Dieu, tu m'envoies chez Pharaon, mais jamais moi je ne sais pas parler. Hors de question. Et Dieu ne l'a pas poussé. Il a dit, bon, je t'envoie quelqu'un qui sait parler. Alors tu iras avec Aaron qui sait parler avec toi. Tous les prophètes hébraïques ont débattu avec Dieu. Et parfois, Dieu s'est mis du côté de l'humain. Pas toujours, rarement, mais c'est arrivé. Donc c'est toute une autre culture. Les transhumanistes, ils veulent nous transformer en robots. Le Dieu des Hébreux, il a voulu un peuple libre de l'esclavage. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.